Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. C'est désormais officiel, le mandat des conseillers municipaux vient d'être prorogé. Dans un décret signé hier par Paul Biya, leur mandat court désormais jusqu'au 29 février 2020. Élus en septembre 2013, les conseillers municipaux avaient déjà bénéficié d'une première prorogation le 11 juin 2018, et ce pour une période de 12 mois. En son temps, le besoin d'harmonisation du calendrier électoral avait été évoqué. Pour cette seconde prorogation, plusieurs analystes s'accordent à la mettre sur le compte d'un environnement sociopolitique peu propice à l'organisation des scrutins libres et transparents. Equinox Soir, c'est à 20h, la grande édition d'information en français, suivie quelques instants après du débrief. Et avant cela, et tout de suite, le fait du jour. Prorogation du mandat des conseillers municipaux, la paix d'abord, c'est une question, madame, monsieur. Pour en parler ce soir, je suis en plateau avec Alex Gustave Azébazé. Bonsoir Alex. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de votre désormais traditionnelle émission d'analyse et de décryptage de l'actualité. Bonsoir à mes co-panélistes, mon ami et petit frère, Maître Gustave Gefak, mon frère, Ilès Zupan, et mon petit frère, Georges, et confrère, Georges Sémé. Je suis heureux de partager ce plateau, je crois, un an après l'inauguration, un an jour pour jour après le lancement de ce programme. Tout a commencé le 16 juin 2018. Et vous étiez là. Vous vous doutez bien que je ne m'en serais pas passé pour une raison simple. À l'image d'un de nos confrères aînés, Jean-Baptiste Sipa, qui est passé de l'autre côté depuis bientôt 6 jours. Demain, ça fera une semaine. Je me considère comme étant un homme de devoir dans le développement des contenus et des contenus médiatiques. Peut-être que je ne suis pas bon promoteur, mais ça, on verra plus tard. Je me rappelle toujours que lorsque vous m'avez appelé pour me dire... Le 16 juin 2018. À une heure compliquée. Je crois qu'on était à 2 ou 3 heures du lancement. Oui. Moi, j'étais informé derrière. C'est vrai qu'on avait parlé il y a des mois avant. J'avais des programmes qui m'obligeaient à être avec la famille pour un déplacement. Mais j'ai dû renvoyer mon voyage pour vous faire l'honneur et de vous accompagner dans l'inauguration, où les Américains appellent ça l'investiture de ce programme qui est devenu donc culte. Je suis heureux, même si je n'ai pas souvent eu le temps de revenir. Je crois que depuis... C'est votre troisième passage. Voilà, depuis ce temps-là, c'est mon troisième passage. Certains viennent à dire que j'ai un problème avec Equinox, avec je leur dis non, je n'ai aucun problème avec aucun média camerounais. Je dis bien aucun média camerounais, simplement les contraintes souvent personnelles, familiales, communautaires, mais aussi quelquefois professionnelles dans un contexte où il est très difficile de joindre les deux bouts, nous oblige quelquefois à rester un peu en marge de cette présence publique qui ne vous crée que des obligations, pas forcément des droits. Okay. Et je suis heureux d'être là aujourd'hui, à l'occasion de cette sorte d'anniversaire qui ne se fête pas, mais qui se célèbre, mais par la parole. Ok. Maître Gefak, bonsoir. C'est Jalin, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Happy birthday à l'émission. C'est Jalin. Vous avez suivi Equinox Soir pendant un an. J'ai suivi Equinox Soir pendant un an. Et toutes les fois, je me demandais toujours où est-ce qu'il prend ces éléments qui sortent comme un génie. Tout à l'heure, lorsque vous m'avez invité, j'étais en échange avec certains confrères de Yaoundé. Et nous discutions du joker qui a été sorti par un procureur de la République en pleine audience pour maintenir Mamadou Mota en prison.
alors que tout le monde savait qu'il n'y avait aucun mandat le maintenant en prison. Le procureur de la République a souhaité la réouverture des débats, alors qu'il avait bien indiqué au préalablement qu'il n'a jamais été parti au procès. Mais là, il a réussi le coup de passe-passe, d'ouvrir les débats, de sortir de sa poche ce joker nommé reconduction ou renouvellement de mandat. Et le juge lui a donné raison en maintenant Mamadou Mouta. En ce moment, vous m'avez interrompu. Je leur ai dit, s'il vous plaît, on reviendra sur le débat plus tard, puisque le devoir m'appelle. Bonne émission, ça va. Ah, le devoir vous appelait, Equinox, c'est ça. C'est ça, le devoir m'appelle. Merci. À côté de vous, Hilaire Dipan, notre habitué d'Equinox Soir. Certainement. Bonsoir, Hilaire. Merci. Content d'être là. Content de papoter avec les Camerounais. Beaucoup plus avec quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Gustave Azébazé, c'est pratiquement quelqu'un avec qui on a fait nos armes en 1990. Beaucoup ne savent pas ça. On a fait beaucoup d'écureuils. Et c'est pas bien quand il est absent sur le plateau parce qu'il a pas mal de banques de données pour rafraîchir les jeunes confrères comme Sémé qui font quand même ce bilan. Mais c'est toujours bien d'être là parce que on a choisi de faire le combat au pays. On a choisi de conduire cette barque-là qui est très difficile. Mais qu'à cela ne tienne, on est là. Voilà. Merci. Voilà, un autre qui était là le 16 juillet 2018, c'est Georges Sémé. Bonsoir Georges. Bonsoir à vous, Serge-Alain. Bonsoir à tous les spectateurs de votre plateau. Bonsoir bien évidemment aux copains. Vous aussi, c'était à quelques heures, oui, moins de 45 minutes. Vous m'avez pratiquement levé d'une activité que je comptais mener toute la journée. Vous avez cru en Equinox Soir? Oui, j'ai cru en cette émission parce que la direction générale d'Equinox avait osé le pari de l'insérer dans sa programmation à une heure où les Camerounais sont un tout petit peu fatigués par le travail, par les différentes activités qu'ils mènent, mais également à une heure où l'audimat est partagé entre les séries africaines, les séries américaines et les novellas. Mais je crois que ce pari qui a été osé a été gagné parce que l'émission en elle-même aujourd'hui occupe une place de choix dans le paysage des émissions de débat et elle a reçu de nombreux lauréats, elle l'émission comme son présentateur. Donc c'est tout un plaisir pour moi de revenir un an après sur ce plateau pour continuer à analyser les sujets que vous arrêtez dans l'actualité. Voilà, 16 juillet 2018, 16 juillet 2019, Equinox Soir, un an déjà. Et on va commencer par cette actualité, l'Africa Foot. Ce communiqué signé du président, après d'une part consultation des membres du comité exécutif et d'autre part concertation avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique, suite à la sortie prématurée de la sélection nationale masculine de football A, Senior Fagnon du Cameroun, les Lions indomptables, la Fédération camerounaise de football a, conformément aux stipulations des clauses résolutoires de leur contrat de travail respectif, décide de mettre fin aux fonctions de l'entraîneur sélectionneur Clarence Clyde Zedoff et l'entraîneur adjoint Patrick Stéphane Kluivert à compter de ce jour. Signé aujourd'hui, Yaoundé, le 16 juin 2019, le président de l'Africa Foot, Seydou Bombo Djoya. Je vais poser la question à Gustave Azébazé d'abord. Est-ce que vous êtes surpris par cette décision de Seydou Bombo Djoya? Si j'étais un communicant du système, donc du gouvernement, j'aurais dit que je salue cette décision. Je suis, je crois, peut-être l'un des premiers journalistes ou citoyens camerounais de la tutosphère à avoir fait un texte au soir de l'élimination du Cameroun. Ouais. Je n'avais pas vu les deux matchs d'avant. Samedi 6 juillet. Le match de qualification contre... le match contre le Ghana, j'étais en déplacement. Le match d'après contre le Burkina, le Bénin. Je l'avais suivi en partie, mais en voiture. Mais j'avais tenu à regarder le match des huitièmes de finale, mais qui est dans une compétition normale de l'ancien format, était en fait un match de premier tour, dans un format de 16 clubs, de 16 équipes. Oui. Et quand j'ai regardé ce match sans être un spécialiste des questions de football, j'ai dit, cet entraîneur-là,
quelles que soient les conditions par lesquelles il était arrivé au Cameroun, parce que je me rappelle, et c'est peut-être une digression que je dois faire, il n'avait jamais postulé formellement dans le cadre de l'appel à candidature qui avait été lancé, mais on avait découvert un soir le gouvernement de la FECAFOOT en train de le présenter nuitamment. Vous vous rappelez, dans le cabinet a été signé nuitamment. Dans le cabinet du ministre des Sports de l'époque. Et j'avais dit à l'époque que les conditions de recrutement ou d'engagement de celui qui aura en charge de conduire notre sélection nationale, qui de manière tout à fait surprenante avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, ne préfigurait pas la liberté que devrait avoir un sélectionneur national, mais pas sélectionneur seulement, un entraîneur, celui qui construit techniquement et peut-être en partie psychologiquement la cohésion d'une équipe. J'ai dit au soir de l'élimination du Cameroun que cet entraîneur-là, il fallait qu'il soit viré. Le gouvernement, je dis le gouvernement ou la FECAFOOT, mais de toutes les façons, je crois que les deux se mélangent dans l'histoire du football. C'est une action concertée. Les deux se mélangent dans l'histoire du football. Je crois que il faut prendre acte de cette décision qui était attendue par un certain nombre d'analystes ou d'observateurs sportifs. Mais il ne faut pas s'en tenir à cela. Il faut aller au-delà. Aller au-delà et analyser l'environnement des Lions indomptables, qui, je dois dire, est un peu à l'image de la gouvernance de notre pays. Il y a trop de choses informelles qui parasitent l'efficacité des acteurs qu'on voit en première ligne. Je n'ai pas l'impression que Clarence Seedorf et Kluivert et l'ensemble de l'équipe d'encadrement, en tout cas l'encadrement administratif et technique, qui est les 23, comme on les a appelés, les 23 encadreurs. Et les 23 joueurs pour les joueurs, je n'ai aucun reproche à leur faire, parce qu'on ne remplacera jamais les joueurs d'une équipe. C'est comme un pays. Quand un pays fonctionne mal, on ne remplacera pas son peuple. C'est sans doute peut-être ses ministres ou son président qu'on remplace. Justement. On ne remplace jamais un pays. On ne remplace jamais la population d'un pays. Donc, il faut que nous, sur la base de ce qui vient de se passer, et que le gouvernement a promptement réagi, j'ai entendu des gens dire, peut-être le ministre Moulé Kombi est en train de régler des comptes à un entraîneur qui n'a pas fait preuve d'assez de soumission et de solidarité quand les joueurs ont semblé, je ne vais pas reprendre les mots que j'ai entendus, défier le ministre dans la négociation où il leur demandait d'aller jouer en acceptant le montant de la prime que le gouvernement avait arrêté. Mais je pense pas que le ministre des Sports soit en train de régler des comptes personnels. Il fallait que quelqu'un paye en première ligne l'élimination précoce du Cameroun. C'est l'entraîneur d'abord qui doit payer. L'entraîneur a payé. Il faut mieux organiser et mieux organiser le processus de recrutement de son remplaçant. Parce que si on procède comme on l'a fait... On dit ça à chaque fois, hein, c'est pas le premier. Hein. De toutes les façons, on retombe toujours dans le même travail. C'est Boumba Modjoa, que je connais un peu. Il n'a pas le choix. Parce que si la CAN 2021 doit se dérouler au Cameroun comme c'est prévu, les Camerounais seront impitoyables si, après le loupé de l'organisation de 2019, nous loupons de reconquérir le trophée en 2021 chez nous. Ok. Hilaire Zipan, cette décision, vous la trouvez hâtive, elle a été prise sous l'effet de l'élimination précoce? Je pense que dans les thèmes de contrat de l'ex-entraîneur, maintenant, je veux dire, on parlait l'ex-entraîneur, il était question de préparer l'équipe nationale pour la CAN qui devait se dérouler au Cameroun. C'était ça l'esprit. Et permettez que je lise la feuille de route assignée à Clarence Seedorf pour... C'était en août 2018, hein. Assurer le succès du Cameroun à toutes les échéances sportives, notamment et prioritairement la victoire à la CAN 2019, au moins la finale, avec une qualification à la CAN 2021 et à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Voilà. Donc, dès lors, ça veut dire qu'on avait pratiquement responsabilisé suffisamment le coach pour lui donner un objectif précis qui était au moins la finale. Donc, vu les thèmes de contrat, c'est normal, il n'a pas atteint, il n'y a pas de demi-solution. La deuxième, c'est que
peut-être par un communiqué, on nous informe. On ne connaît pas les tractations qui sont en cours. Est-ce qu'on l'a notifié? Naturellement, donc tout ça, le communiqué ne faisant parfois d'un acte administratif. C'est assez basé sur les constitutionnalistes. Mais il est établi aujourd'hui que le football camerounais est malade dans son organisation. C'est vrai que j'ai l'habitude de dire que c'est l'improvisation qui fait notre force. Mais parfois, elle ne marche pas toujours. Bon, qu'à cela ne tienne, ce n'est pas tout à fait important qu'on ait fait partie de coach. Le tout, c'est comment maintenant on reconstruit l'équipe. C'est ça qui est important. Parce que la CAN 2021, si on s'en tient aux engagements pris par l'État du Cameroun, se tiendra au Cameroun. Dès lors, on la reconstruit comment? Est-ce que les stades sont de manière en ce qu'on peut faire le débat? Est-ce que l'équipe nationale elle-même, telle qu'elle est configurée à l'heure actuelle, je me félicite qu'Azips l'a bien apporté, l'équipe c'est tous les joueurs. Donc ça veut dire qu'on peut remplacer tous ces 22 et on reconstruit avec complètement les nouveaux 22. C'est le vert ou jaune qui est tout à fait très important. Maintenant, derrière tout ça, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que les raisons, au-delà de cette raison, ça c'est le premier prix payant. Au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui ont permis à ce que cette équipe ne puisse pas marcher suffisamment comme cela se devrait. Est-ce que pour autant on va s'arrêter là? Là va être tout le débat. On va voir comment l'Africa Foot va construire. Mais il faut dire que le président de l'Africa Foot semble apparaître comme quelqu'un qui tient la barque avec beaucoup d'autorité et on ne peut que s'en féliciter. Jean Sémé, Clarence Seedorf, c'est le coupable idéal, le bouc émissaire. C'est lui le problème? Bien, écoutez, parmi les objectifs qui étaient fixés à ce duo d'entraîneurs, il y avait atteindre au moins celui d'atteindre au moins la finale de la CAN qui se joue actuellement. Cet objectif n'a pas été atteint et c'est tout à fait de droit que les autorités camerounaises... Mais ça, lorsqu'on signe, on ne nous a pas encore retiré la CAN, hein? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. On parle de la CAN 2019. Oui. On parle de la CAN 2019. Et je pense que sur le plan du droit, les autorités camerounaises ont tout à fait raison de prendre la décision que nous avons, qui a été rendue publique aujourd'hui. Mais seulement, je pense, comme les autres panélistes, que il n'y a pas que les entraîneurs qui sont coupables dans l'affaire. On peut également pointer un doigt accusateur sur l'Africa Foot et le ministère en charge des sports et le ministère des Finances même, qui sont globalement en charge. Vous voulez que le scénario à l'égyptienne, que le président de la fédération soit démis, puis le ministre du même J'en viens. Il y a un décret du 26 septembre 2014 qui porte organisation et fonctionnement des sélections nationales de football au Cameroun. Et dans ce décret, il est bien écrit que l'Africa Foot se charge de l'organisation administrative, technique et sportive des sélections nationales de football. Le même décret dit que en ce qui concerne l'arrêt des primes pour la Coupe d'Afrique des Nations, il doit avoir une sorte de concertation entre le ministère des Finances, le ministère des Sports et l'Africa Foot pour arrêter 3 mois avant les primes qui seront allouées aux joueurs. Mais je pense que dans l'organisation, dans la préparation même, côté primes, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et on l'a vu avec cette mutinerie sportive qui a eu lieu avant leur départ. Mutinerie sportive? Oui, c'était une mutinerie sportive. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce spectacle auquel nous sommes habitués en ce qui concerne le paiement des primes de nos sélections nationales de football. Donc je crois que cet aspect technique, cet aspect financier a certainement eu un effet négatif sur le plan sportif. Et il n'y a pas que l'entraîneur qui devrait porter aujourd'hui le chapeau. Tous les acteurs qui ont participé à cette débat devraient être responsables. Ce n'est pas parce que... Voilà. Oui, tout à l'heure, j'ai cité l'Africa Foot, le ministère des Finances qui n'a pas mis... tout le bureau exécutif? Non, la décision a été prise en premier ressort par la personne qui était appelée à prendre cette décision. Mais la personne qui a pris cette décision peut aussi également être sanctionnée. Donc tout n'est pas fini. Et je pense que dans les prochaines semaines, on attendra certainement... Oui, c'est pas fini puisque cette défaite reste encore entravée de la gauche des Camerounais. C'est le bien public qui a été dépensé. Et pourquoi? Il faut qu'on cherche les raisons pour lesquelles il y a eu cette grève avant le départ en Égypte. Et là, ce n'est pas la faute à l'entraîneur. Ce n'est pas la faute à l'entraîneur. Donc il y a d'autres raisons qui ont certainement concouru à ce que les Lions aient ce résultat négatif. Et on aimerait, puisque c'est de l'argent public, on aimerait que toutes les conséquences en soient tirées en faisant porter le chapeau à tous ceux qui étaient impliqués dans le processus d'organisation et de fonctionnement de cette Coupe d'Afrique des Nations. On s'intéresse maintenant aux conséquences de cette lecture abusive du contrat. Avec vous, Maître Guefak, le contrat avait été signé pour une durée de 2 ans, renouvelable, éventuellement renouvelable. Dans cette convention, il est prévu qu'en cas d'absence de résultat, l'Africa Foot peut y mettre un terme.
Maître Ngefa, dites-nous. Serge Alain, je suis très flatté de savoir que nous tous, nous aimons tellement notre pays, au point où nous oublions qu'il s'agit d'un contrat. Oui. Lorsqu'on parle de contrat, 4 conditions doivent être réunies. Le consentement, l'objet, la cause et la capacité. Les parties ont consenti, elles ont conclu le contrat. Quel était l'objet? Vous tous, vous connaissez l'objet. Est-ce que la cause, elle a été licite ou illicite? Serge Sémé, Georges Sémé, autant pour moi, il a essayé un peu d'aller en profondeur, mais nous n'avons pas le dossier. Oui. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, l'État se bat. En tout cas, quand je parle de l'État, je parle du ministre des Sports qui, depuis hier, se bat pour obtenir la tête de l'équipe des sélectionneurs. Il a réussi à l'obtenir. Nous avons là ses arguments, mais nous n'avons pas encore écouté les arguments de l'autre côté. La première des choses, c'est que Clarence Seedorf va nous brandir. Et nous savons, il n'est plus au Cameroun. Il va saisir les juridictions indiquées pour dire que le contrat a été rompu alors qu'il courait pour 2 ans. Il va sortir sa panoplie de griefs. Georges Sémé a fait l'inventaire. Ce sera une bonne course juridique. Pour moi, ce que nous devons retenir, c'est que il faut qu'on évite. Maître, je dis qu'il est mentionné dans la convention qu'en cas d'absence de résultat, la FECAFOOT peut mettre un terme au contrat. Je suis d'accord avec vous. Oui. Qu'est-ce qui provoquera l'absence de résultat? Si la faute est celle de l'État, est celle du co-contractant. Parce que, relisez un peu le communiqué, vous allez voir le jeu de mots qui y figure. Le président de la FECAFOOT vous dit, après concertation, Oui. avec, pas le ministère, il commence par les délégués. Je Donc crois que permettez c'est donc que je relise pour la gouvernance oui. des téléspectateurs. Oui. Après, d'une part, Oui, consultation des membres du comité exécutif. c'est bon. Je suppose la C'est FECAFOOT. bon, c'est bon, oui. D'une Vous part. constaterez que il esquive de mettre maintenant au premier plan le ministre qui, depuis hier, nous démontre qu'il a la toute-puissance. C'est maintenant les membres du comité de la FECAFOOT qui sont en pole position. Oui. Ça veut dire que il faut analyser leur pouvoir, leurs prérogatives, leur pression, pour utiliser l'expression des politiques, pour savoir quelles sont les pressions que ceux-là ont exercées sur l'équipe dirigeante pour que nous connaissions ce débat. Ben, c'est difficile à prouver tout ça. C'est difficile à Non, prouver. nous écouterons quand ils seront devant la barre, Oui. on ne dira plus que c'est difficile. Vous venez déjà de faire un inventaire. Lorsque vous confiez à Clarence Seedorf, à Kluivert, la préparation psychologique des joueurs, et qu'ils ont 3 mois pour stabiliser cette conscience, et que vous leur privez de leurs aliments, c'est-à-dire de leur argent, qu'est-ce que vous installez dans leur cerveau? Qu'est-ce que vous demandez comme énergie à Seedorf, à son adjoint, pour maintenir ces messieurs en état? De deux, n'oubliez pas la débat. Nous sommes tous les followers. Il paraît que le ministre n'a pas été reçu par l'équipe. Ils ont même mis une interdiction. C'est-à-dire, laissez-nous évoluer. Voilà les problèmes. Pour moi, sur le plan juridique, il y aura un match. Sauf si Kluivert dit, j'ai pris mes 60 millions fois un an. La décision a été motivée. Hein. La Merci. décision a été motivée par une clause contractuelle. Il ne faut pas l'oublier. Alain Gustave, vas-y. Ce n'est qu'une Vous avez décision terminé, des Maître juridictions. Ngefa? Non, je vais lui répondre. Oui, allez-y. Ce n'est qu'une décision prise unilatéralement, adressée à quelqu'un. Conformément à ce contrat, bien Non. sûr. Conformément au contrat. Mon très cher, Sur le est-ce plan que du vous pouvez droit, me moi, laisser finir? Allez-y. C'est une décision prise unilatéralement par une partie au contrat, c'est-à-dire c'est un contrat signalamatique. Oui. L'autre Quelle idée, partie parce que- va lire et voir si elle a suffisamment d'arguments Pour attaquer. pour attaquer et obtenir l'annulation de cette décision. C'est de cela qu'il est question. Ok. Alain Gustave. Mais, maître, vous vous doutez bien du respect que j'ai, du respect énorme que j'ai pour votre science, votre expertise. Mais je dois quand même dire que, à moins de considérer que les termes du contrat, ou en tout cas la partie qui a été rendue publique en son temps par la presse, notamment les dispositions ou les éléments conditionnant la poursuite du contrat au résultat.
est juste une disposition superfétatoire, il sera quand même extrêmement difficile de battre la partie camerounaise. Quand je parle de la partie camerounaise, je ne vais pas savoir si c'est la FECAFOOT ou le gouvernement. Je considère que c'est le Cameroun. En ce que, si je m'en tiens essentiellement à ces indications-là, ils ont réussi au moins une chose, à faire adopter et valider par leurs employés, que sont les entraîneurs, la condition de poursuite de leur contrat de travail sur la base du résultat. Est-ce qu'il y a une disposition du contrat qui indiquait des conditions précises de la qualité de l'accompagnement? Il me semble que les éléments essentiels d'un contrat, et vous en avez rappelé quelques-uns d'un point de vue théorique, c'est les aspects financiers, et qui vont du salaire aux conditions. C'est un ancien syndicaliste qui parle là, aux conditions de travail. En termes de conditions de travail, je n'ai pas souvenance, en tout cas en dehors des joueurs, que ces entraîneurs-là aient relevé ou exprimé, du moins publiquement, quelques griefs que ce soit par rapport aux conditions de travail qui leur étaient données par la Fédération camerounaise de football, oui, qui est le pendant technique de l'État, oui, en matière de gestion du football. Permettez-moi de donner un peu de conditions. Oui. D'autres n'ont rien à voir. Je vous en prie. Pour dire qu'ils étaient à l'aise. 2 appartements ultramodernes ont été aménagés au quartier Bastos à Yaoundé par le gouvernement pour Sidorf et Kluivert, son premier adjoint. Voilà. Et un véhicule de marque Prado, vous excusez la publicité, a été mis à leur disposition. Et vous remarquerez que même si ce n'est pas des choses extraordinaires, oui, chacun de nous qui connaît comment ces 2 entraîneurs-là ont fonctionné, ils ont à peine vécu dans ces infrastructures ou moyens de travail qui leur avaient été donnés. Parce qu'ils ont fait le choix traditionnel des entraîneurs venant d'ailleurs, oui, de s'installer, j'allais dire outre-mer, mais en tout cas dans leur pays ou en Europe. Sans doute peut-être parce qu'ils estimaient qu'il n'est pas nécessaire pour eux de résider au Cameroun, de suivre nos pousses, c'est-à-dire que les joueurs amateurs. Donc, ils se sont comportés comme des mercenaires. Bon, ils n'ont pas fait le résultat. Ils doivent partir et ils sont partis. Évidemment, naturellement, moi, même quand ils vont élever quelques griefs, mais je pense que au regard du contenu du contrat d'émission, l'État du Cameroun, pour une fois sur cette question-là, a été assez prévenant. Et je n'ai pas envie de dire, je félicite ceux qui ont négocié ce contrat-là, mais vous devrez quand même vous rappeler que celui qui était responsable du football à l'époque était un juriste comme vous. Maître Hapi. Jean Semer. Oui, très rapidement, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a 2 aspects à soulever ici. Oui. D'abord, le rapport entre les autorités camerounaises et les 2 entraîneurs. Oui. Je pense qu'il y avait un contrat d'objectif qui était signé entre les 2 parties, oui, et un des objectifs n'a pas été atteint. Il est tout à fait juridiquement, si vous voulez, loisible à la partie camerounaise de dénoncer le contrat. Et cela a été fait. Mais il y a ce qu'on appelle en droit, et vous le savez autant que moi, une action récussoire qui peut être effectuée par le pouvoir régalien contre le ministre des Sports, par exemple, parce qu'il y a un décret du 26 janvier 2014, comme je le disais, qui n'a pas été respecté ni par la FECAFOOT, ni par le ministre des Finances, ni par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Donc vous dites que tout part de là. Oui, les responsabilités doivent être partagées entre tous ces acteurs, que ce soit les entraîneurs, la partie camerounaise qui est constituée de la FECAFOOT, du ministère des Finances, du ministère des Sports, et je crois que chacun à son niveau doit en tirer les conséquences. Et ceux qui sont chargés de nommer tous ces gens devraient également, pourquoi pas, conformément à leur pouvoir, sanctionner ces personnes qui n'ont pas pu appliquer les dispositions pourtant claires et pertinentes de ce décret, qui ne demandent que d'être appliquées. Comment se fait-il qu'il y ait encore des problèmes de primes alors que le décret prévoit que 3 mois avant le démarrage de la compétition,
tout cela doit être réglé. Donc je pense que chacun devrait prendre ses responsabilités et si ce n'est pas fait, on sera encore dans la même cacophonie et ça risque d'avoir une autre incidence négative sur les prochaines compétitions de football que oui, je vais interroger cet aspect financier. Hilaire Zipan, d'abord, Maître Gueffak. Non, Maître Gueffak d'abord. Vas-y. Oui, Serge Alain, je suis très heureux de savoir que nous parvenons déjà à regarder les choses telles que nos yeux doivent voir. Merci Serge, parce que le grand problème... Georges, pardon. La réalité est celle-ci, et je réponds là à Alex. Faisons un peu l'histoire du licenciement des passes entraîneurs expatriés de l'équipe nationale du Cameroun. Oui. Je ne sais pas si le Cameroun a eu gain de cause toutes les fois que ces entraîneurs expatriés ont engagé les procédures contre nous. Bon, avec le dernier, il y avait des raisons de ne pas avoir raison, avec Hugo Bros. Est-ce que vous me permettez? Je dis, je ne sais pas si, à un moment donné, nous avons eu gain de cause. Ils se taisent toujours, ils partent. 3 ou 4 mois après, nous découvrons qu'en catimini, on est en train de régler leur note. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez, l'État se bat avec tous les moyens qui sont à sa disposition. L'État met à contribution tous ceux qui peuvent l'aider à saupoudrer l'affaire, à masquer l'incompréhension. La malgouvernance. À masquer, je ne veux pas, nous ne sommes pas en politique, je ne veux pas utiliser ce vocabulaire, à masquer l'échec. Ils utilisent toutes les techniques. Vous me faites le procès, vous me suspectez d'être l'un des missionnaires de l'État pour masquer ces hommes compétents ou bien ces mauvaises gouvernances. On se connaît comme à l'image de ce que nous tous, nous vivons dans notre si beau pays. Ce n'est pas le football qui doit échapper. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. À preuve, donnons-nous le temps pour voir en combien de temps on va les remplacer. Sinon, la grande formule viendra. Il y aura glissement de remplacement et on sera dans la même posture, c'est-à-dire éternel le recommencement. Et puis on reviendra ici. Serge Alain créera notre concept. Voilà, nous pleurnicherons, on va s'étriper. Serge Alain inventera notre concept, nous viendrons discuter. Non, il faut que ça s'arrête. Ok. Merci. Hilaire Zipan, je vais justement convoquer. Georges Sémé parlait de ce texte de 2014 qui est clair. 3 mois avant, tout le monde doit savoir ce qui doit lui revenir de droit. Entraîneurs, les encadreurs, comme les joueurs. Voilà. Pourquoi on est toujours là à piétiner? Le décret n'est pas gratuit. Le décret tient compte d'un certain nombre de paramètres financiers dont l'État est à sa disposition. D'une part, les prévisions de l'État en ce qui concerne la gestion d'un événement pareil, qui sont complètement régaliens et qui sont généralement arbitrés par la présidente de la République, pour ceux qui connaissent la finance publique, et d'autre part, les moyens financiers dont disposent complètement les fédérations, parce que les fédérations ne participent pas à cette grande fête-là sans ne pas avoir reçu, soit de la CAF, soit de la FIFA, un certain nombre de moyens qui les permettent de rehausser le niveau de cet événement. Donc c'est fort de ces deux sources de financement calendaire qui permettent donc au gouvernement de pouvoir fixer ce décret. Maintenant, qui est chargé, coordonné, parce que là vous parlez de 2 départements ministériels qui sont complètement censés, et ensuite de la Fédération camerounaise de football. Je pense que le hiatus qu'il y a dans ce décret, c'est qu'on dit que le ministère des Finances et le ministère de la Jeunesse, en collaboration avec la Fédération camerounaise. Non, ce n'est pas eux. Un ministre ne convoque pas un autre ministre. Ils disent qu'ils arrêtent. Ils arrêtent. Oui, mais le manquement de ces décrets, c'est que sous la coordination du Premier ministre, qui a pouvoir régalien de pouvoir les arbitrer. Ce que vous ne connaissez pas en matière d'organisation administrative dans ce pays, c'est qu'un autre ministre ne peut pas convoquer l'autre. Non, pas du tout. Il ne peut pas. Donc, ils savent ce qu'ils ont écrit. C'est pour ça que je suis parfois embêté quand je lis les décrets pareils. Quand vous le lisez, de but en blanc, vous avez l'impression qu'il y a une coordination. Mais au vrai sens de la réalité, il n'y a pas de coordination. Parce que le ministre des Finances peut te dire que celui qui arbitre mes caisses, ce n'est pas le ministre de la Jeunesse, c'est le Premier ministre à qui je rends compte. Et donc, il en va de même pour le ministre de la Jeunesse. Donc, à quel moment on a le deadline pour déclencher complètement l'application de ce décret et être en conformité avec les dispositions légales? Personne ne sait. Maintenant, il y a une autonomie financière de la Fédération camerounaise de football qui ne réfère ni au ministère des Finances, ni au ministère de la Jeunesse, à qui il ne rend pas compte. Mais comme il appartient à un État, comme disait un peu dans les actes régaliens, il revient donc au Premier ministère. Donc vous voyez que subrepticement, et il vient de le dire, subrepticement, les gens nous écrivent des textes en laissant bien la porosité dans les éléments qui les permettent donc de pouvoir fonctionner. Et là, par conséquent, l'application devient très compliquée. Ok, Hilaire Zipan, je reste avec vous. On a opposé
nos 23 lions, le fait de ne pas être solidaire, entre guillemets, parce que ce jour-là, ça tombait, c'était la journée déclarée deuil national. On disait qu'ils n'étaient pas solidaires de ce qui se passe avec l'extrême nord, au nord-ouest, sud-ouest, qu'ils étaient un peu trop gourmands. Un faux débat. Est-ce que vous avez... Faux débat. Moi, je suis assez surpris quand les gens opposent à cela des, j'appelle ça les banivennes d'arguments. Oui. Ces joueurs, pour la plupart dans des clubs, ont des salaires extraordinaires. Ce n'est pas tant ces salaires-là qui est important, c'est parfois la méthode où on les oppose. C'est-à-dire qu'on convoque le patriotisme dès lors qu'on trouve qu'il y a de la réticence. Allez donner quelque chose. Et lorsqu'ils ne donnent pas mieux, on le convoque qu'ils ne sont pas patriotes. Non, on ne peut pas dire quelque chose. Cette patriotisme majoritaire variable me gêne un peu. Moi, ce que je vais dire est pour... Vraiment... Dans le même temps, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a parmi les joueurs, sans publicité aucune, un des joueurs qui était en train de faire des dons au-delà du montant qu'il demandait, qui était supérieur au montant qu'il demandait. Donc ce n'est pas tant l'argent qu'il veut, mais c'est qu'ils estiment que donnez-nous, nous avons la capacité de le faire en conformité. C'est que les textes prévoient. Alors, donc donnez-nous ce que les textes prévoient. Ensuite, on verra donc ce qu'on peut faire. On peut même retrocéder ça comme don. Oui. Mais il fallait d'abord les donner avant de faire prévaloir le fait qu'il y a deuil national. C'est pas que vous retenez et vous dites qu'il y a deuil national. Alors... Et sur ce point-là, je pense que c'est d'une mauvaise foi politicienne incroyable que de vouloir opposer, à des jeunes gens qui sont en situation de... même pas de revendication. Parce que j'ai entendu des gens dire qu'ils viennent à l'équipe nationale faire du syndicalisme et revendiquer. Non, il se trouve simplement que il y a une manière d'organiser les affaires publiques qui ne permet pas aux uns et aux autres, et à chacun, d'assumer les responsabilités, les contraintes qui sont les siennes, en bon temps et en bon ordre. Et il s'est passé, moi j'ai entendu le secrétaire général de la Fédération communale de football dimanche dernier, dans une émission de Radio France Internationale, qui semblait expliquer que, en réalité, et quand c'est dit par le secrétaire général, donc un officiel du système d'administration du football camerounais, qu'en réalité, le problème de fond, ce n'était pas le montant des primes allouées aux joueurs, mais ce que les joueurs avaient l'impression d'absence de considération. Et ça, il faut que nos dirigeants comprennent que, quelle que soit la catégorie des citoyens qu'elles ont, parlant des autorités, devant elles, ils doivent, les autorités, elles doivent toujours, chaque fois, manager la psychologie d'une partie du peuple ou de l'ensemble du peuple. Parce que ce qu'on semble dire, et c'est peut-être l'un des points sur lesquels je peux être d'accord avec Maître Ngefar et Georges, c'est que quand même, si les gens se sont retrouvés au Cameroun ou à Yaoundé, la veille de l'ouverture de la CAN, alors qu'ils étaient censés être à Ismaïlia depuis peut-être 3 ou 4 jours pour se préparer, se reposer, s'acclimater et consort, c'est aussi en bonne partie lié à une manière de gouvernance, je ne vais pas utiliser le terme arrogante, mais une manière de gouverner qui donne très peu de considération à ceux qui ne sont pas en position de décision administrative. Et cette expérience doit peut-être enseigner à ceux qui pensent que le Cameroun demain peut fonctionner autrement. Et en cela, M. Jepan a dit une chose qui est essentielle. Je ne pense pas que tout ça se soit passé parce qu'il a manqué quelqu'un pour coordonner. Non. Le texte n'était pas explicite sur le rôle du Premier ministre comme coordonnateur, mais la pratique politico-gouvernante camerounaise veut que toutes les questions transversales qui embrayent deux administrations ministérielles, que ça aille toujours à la primature. J'en parle parce que j'ai participé à l'élaboration d'un certain nombre de textes dans certains secteurs, où même quand il n'était pas indiqué qu'on irait à la primature, mais on y allait pour les arbitrages. Dès l'instant où il y avait peut-être le ministère de la Communication, le ministère des Finances, ou le ministère des Mines, ou tel autre ministère qui devait intervenir. Donc, la primature existe pour cela. Donc, je ne pense pas que le problème soit lié à cela. Moi, j'ai cru entendre à un moment donné que il a pu y avoir des problèmes de mise à disposition, d'ouverture des crédits. Les crédits n'ont pas pu être ouverts dans les délais prévus par le décret. Et donc, les crédits ont été ouverts hors délai. Cela, on aurait dû informer les joueurs quand ils étaient en stage en Espagne. Si on les avait informés, je suis convaincu
vu ces gars-là, parce qu'ils ne sont pas des antipatriotes, contrairement à ce que j'entends les gens dire. D'ailleurs, quand on les a vus jouer, malgré cet environnement-là, c'est pour ça que moi, j'ai tendance à mettre la responsabilité sur l'entraîneur. On a senti qu'il y avait des jeunes gens qui avaient envie de mouiller le maillot pour l'équipe. Mais, comment je vais dire, leurs prestations étaient très peu harmonieuses, et ça, c'est la responsabilité de l'encadrement technique. Oui, le débat sur le patriotisme qu'on veut nous imposer aujourd'hui, je crois que c'est un débat extrêmement nauséabond. Les militaires, puisque c'est eux dont il s'agit, les militaires sont des fonctionnaires, ce sont des agents de l'État. Les joueurs ne le sont pas. Ils sont des professionnels libéraux qui vont, parfois même sans l'aide du gouvernement camerounais, chercher leur vie à l'étranger. Et c'est quand le gouvernement camerounais se rend compte qu'ils ont percé, comme on dit au quartier, qu'ils sollicitent maintenant leur sécurité. Donc on ne peut pas les comparer à des fonctionnaires de l'État qui bénéficient des salaires de l'État. De un. De deux, nous savons très bien qu'il n'y a pas de commune mesure entre la carrière d'un fonctionnaire, agent de l'État et celle d'un footballeur. Donc, ce débat, s'il est alimenté par certaines personnes, ce serait manquer de respect à des joueurs comme Marc Villon-Fouet qui sont morts le fusil. Donc je crois que c'est un débat qu'on devrait abandonner parce que ça empoisonne davantage, ça crée davantage des clivages entre les Camerounais et ça alimente la zizanie et ça trouble les esprits et ça nous éloigne du véritable débat qui est de la cacophonie administrative qui est alimenté aujourd'hui par ceux qui sont en charge de mener les rênes du football de notre pays. Mais Georges Semet, tout à l'heure, vous avez parlé de mutinerie sportive. Oui, il y avait ça me rappelle un peu ce spectacle de l'équipe de France que nous a livré à Naïsna où oui, il n'y a pas de différence. Voilà, il n'y a pas de différence entre ce qu'on a vu à la veille du voyage en Égypte. Il s'agit d'une mutinerie sportive, à la seule différence que ces joueurs n'avaient pas les armes. Ils n'avaient que leur courage et leur volonté de ne pas entrer dans l'avion parce que légitimement on ne leur a pas octroyé des primes qui ne sont que leurs droits. Donc j'ai raison de dire qu'il s'agit d'une mutinerie sportive et pour éviter tout cela, parce que c'était à répétition, ça devient à répétition, pour éviter tout cela, le décret de 2014 devrait tout simplement être respecté. Okay. Oui, Sao, voici comment Kluivert et son ami vont gagner le procès. Comment ils vont gagner le procès? Ils vont gagner le procès contre l'Africafoot, l'État de Cameroun. Ils vont découper. Vous êtes conseil de... Ils vont découper 100 titres de journaux. Non, il offre ses services déjà. Il offre ses services. Non, pourquoi? Ils vont récupérer la bande de Georges Semet et dire nous n'avons pas rendu notre copie normalement parce que eux-mêmes ils reconnaissent que leurs joueurs sont anti-patriotiques. Personne n'a dit ça. C'est pas moi qui dis. Vous savez, la vérité tient à un fil. Ouais. C'est de ça. Non, mais ça c'est Facebook qui a dit. Hein. Ce ne sont pas les autorités camerounaises qui ont dit que leurs joueurs ne sont pas patriotes. J'ai dit les médias camerounais. Ils vont découper nos journaux. Ils vont vous enregistrer, envoyer. Ouais. Donc vous voyez, c'est-à-dire que la réalité c'est de qui se moque-t-on? Dans ce que nous venons de décrire, tout ceci c'est du saupoudrage. Comment son expression c'était une mutinerie sportive. Que je réprouve. Voilà. Dans la mutinerie sportive, ils vont disséquer ça avec les professionnels. Et puis, ils auront encore 1 an de salaire sans travail sur le Cameroun. C'est de ça qu'il est question. La réalité c'est quoi? Et là, moi je ne suis pas très d'accord parce qu'on ne peut trouver dans aucun État des textes parfaits. Voilà. Ce qui manque, c'est la collaboration, c'est la cohésion. C'est-à-dire, c'est un désordre dans le gouvernement, c'est un désordre dans l'administration. À quand la fin du désordre? C'est tout le problème. Quand est-ce que ce désordre va cesser? Il faut que ce soit sûr. Il faut que ce désordre cesse. Il est partout, il nous suit. Même l'unique élément que nous avons, le football, il est à l'intérieur. Qu'allons-nous faire pour chasser définitivement ces désordres? C'est la question. Il ne faut pas qu'on ait peur des mots. C'est de ça qu'il est question. Commençons par dire c'est vrai, asseyons-nous, nettoyons ce désordre. Donc Laurent Ziedorf et Patrick Kluivert sont victimes de notre désordre. Mais c'est nous-mêmes qui étalons.
Non, il faut un peu mitiger. C'est nous-mêmes qui étalons. Non, je crois que tout à l'heure, quand je parlais, j'ai un tout petit peu mitigé en partageant les responsabilités. Oui. Voilà, au niveau Si, des autorités Johnson a dit camerounaises, que c'est voilà, le début. au Ça niveau va- des autorités ça va camerounaises continuer. et leurs co-contractants que sont les entraîneurs, je crois qu'il n'y a rien à dire, même si vous envisagez qu'il y aura un procès entre les deux parties, mais je crois que les autorités camerounaises avaient juridiquement le droit de dénoncer le contrat. Mais maintenant, le rapport qu'il y aura entre ces autorités camerounaises et, par exemple, le chef de l'État qui les nomme, je crois qu'à ce niveau également, on peut prendre des mesures. Et il appartient bien évidemment au président de la République de tirer toutes les conséquences Vous attendez de que le président de la l'incompétence. La République. Oui, vraiment, Il a je délégué le dis tous sur les la forme. pouvoirs. Je le N'attendons dis sur plus la le président de la forme. République. Il faut qu'il tire les Il a conséquences délégué de tous les l'incompétence de ceux pouvoirs. qui étaient chargés de Il mener ne ce peut pas dossier tout faire. Il dans ne son peut pas tout gouvernement. faire. Voilà. Reconnaissons. Ok, il leur dit pas. Non, je voudrais dire deux choses, parce que tu savez, Maître, il est très minutieux et il a de la pointure sur les éléments tels qu'elles vont être décriés. Mais de l'évidence, une cohérence gouvernementale se fait auprès du Premier ministre. Et à l'absence de cela, il revient à dire, et comme disait Zébazé tout à l'heure, qui provoque la réunion de concertation au deadline de 3 mois. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que le ministre des Finances dit, bon, attends, c'est du ministère de la Justice, le ministère de la Jeunesse que je reçois les ordres maintenant, ou c'est de l'Africa Foot. C'est comme ça que ça se passe. Et vous avez donc des collaborateurs de ces ministères-là. Mais vous ne savez pas l'esprit. Quand vous allez à une réunion avec ces fonctionnaires à Yaoundé, mais à chaque bout de phrase, il cherche la phrase, il dit il n'y a pas ça dans le texte que vous avez cité là. Et dès qu'il vous oppose ça. Donc, je pense que, comme on connaît notre pays, il est de bon ton et d'évidence que, généralement, dans une situation aussi pareille, compte tenu de l'équipe fagnon de notre, qu'on puisse avoir quand même des textes suffisamment étoffés. Qu'à cela ne tienne. Vous avez constaté par vous-même qu'à la négociation de l'hôtel, si vous avez bonne souvenance, qui conduisait complètement la barque? C'était le ministre de la Jeunesse et des Sports. Le ministre des Finances lui-même qui était en charge du dossier. Incroyable. Il n'était pas là. Mine des sports. Mais le texte dit. C'est le ministre des Finances qui décaisse. Le texte dit que le montant des primes est arrêté dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 3 mois avant par le ministre des Sports et l'Africa Foot. C'est ce que le texte dit. Tout à fait. Mais le ministère des Finances intervient maintenant quand il faut décaisser les fonds. Et là, c'est une autre paire de manches. Donc, les principaux responsables, c'est Ajouter que cet argent n'appartient pas au Cameroun. Il faut ajouter. Ce n'est pas l'argent du contribuable. C'est ça le problème. Il y a une la tutelle financière. Le décret dit également que la tutelle financière, c'est l'État du Cameroun. Oui, l'État du Cameroun, pas le Cameroun. C'est ce que le texte dit. Alors, Depuis quand le caissier est plus puissant Donc, que le propriétaire. je veux simplement dire que C'est de ça qu'il est au question. sein du gouvernement, on peut également dégager des responsabilités. C'est ce à quoi je voulais aboutir. Mais cette Moi, je discussion. pense que le caissier a fait Mais- les mais- yeux mais- avec l'argent. Est-ce que l'argent était disponible? Voilà, cette question. Est-ce que l'argent Non, était disponible? voilà, je voudrais justement L'argent était disponible? qu'on ne s'aventure pas sur un point dont personne ne nous a dit. En tout cas, le ministre des Sports ne nous a pas dit, à la date où nous nous trouvons, que le retard observé dans la mise à disposition ou dans l'information des joueurs du montant de leur prime était lié à l'indisponibilité des ressources. Non, ce qui a été dit dans leur communiqué, c'est que l'ouverture des crédits afférents à ce dossier a pris du retard. Voilà. Mais L'ouverture des crédits. Mais c'est pas le ministre de la Jeunesse qui ouvre les crédits. S'il vous plaît, Le patriotisme. s'il vous plaît, quand les joueurs peuvent, les joueurs, la délégation des joueurs peut écrire ça, et je pense l'avoir lui aussi, mais posez-vous la question de savoir à quel moment le dossier est sorti du ministère de la Jeunesse et des Sports pour arriver au ministère des Finances. Parce que là, Ça nous amène à la forme de l'État. on va pas parler de ce Bien sujet. sûr. Mais moi, quand j'entends ce qui se amène à la passe forme de l'État. sur l'assurance de la Sonara, mais j'en deviens fou. J'en deviens fou. Bon, mais c'est notre pays, les structures publiques fonctionnent d'une certaine Non, il faut que manière. ça s'arrête. Peut-être que nous ne sommes pas mieux, mais pour l'instant, il y a des gens qui ont le mandat public pour gérer nos intérêts communs. C'est à eux de nous rendre compte. Mais je continue d'insister. Vous êtes conseiller. Maître, une des recommandations, c'est que l'Africa Foot peut mettre, en cas d'absence de résultats, mettre un terme au contrat. Oui, ça c'est la lettre du texte. Mais quel est l'esprit du texte? C'est les résultats. Résultat. Non. La lettre veut dire que si nous ne voyons pas
1-0 pour profit du Cameroun, tout le monde accepte qu'il n'y a pas de résultat. Mais l'esprit, c'est qu'il faut que l'entraîneur donne tout ce qu'il a comme énergie, tout ce qu'il a comme savoir. L'anglophone dit le know-how. Est-ce qu'il a mis toute sa technique à la disposition de l'équipe nationale? C'est-à-dire de ceux que vous lui avez présentés comme étant vos pions. S'il est démontré, si les experts démontrent que lui, Kluivert, Seedorf, eux, ils ont mis toutes les techniques qu'ils savent. C'est un peu comme le médecin. Okay. S'il dissèque au sortir de l'opération, il décède, il ne sera pas poursuivi. De toutes les façons. C'est comme lui qui marque les buts. C'est comme Maître Ngefak dit. En fond, si on était dans un débat Merci. Merci, je reviens à vous. Madame, monsieur, on va donc marquer une courte pause, le temps de faire cette escale réservée au journal. Cédric, bonsoir, le sommaire. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, vous suivrez la réaction à chaud des anciennes gloires du football camerounais, anciens lions indomptables, qui s'expriment après ce carton rouge asséné à Patrick Kluivert et Clarence Seedorf, limogés à la tête de l'encadrement technique des lions indomptables. Ces anciennes gloires critiquent également leur encadrement technique et se positionnent déjà pour que le banc des coachs des Lions indomptables soit désormais camerounais. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Et nous parlerons également de l'impact de la crise anglophone dans la région du littoral. La commune de Mbanga, autrefois prospère, subit de plein fouet les effets dévastateurs de la crise. Au regard des multiples attaques des bandes armées venant du sud-ouest, l'activité économique est complètement paralysée. Les populations souffrent le martyre. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement veut déjà planifier l'élaboration du budget 2020. Le Cameroun va-t-il connaître plus d'austérité budgétaire ou alors va voir son déficit budgétaire exploser? Élément de réponse à suivre dans le journal de 20h au moment où le gouvernement s'apprête à travailler sur la planification du budget pour l'année 2020. Nous évoquerons également Jacob Zuma devant la commission en charge de la lutte contre la corruption en Afrique du Sud. L'ancien président sud-africain jure la main sur le cœur qu'il est victime d'un complot visant à l'écarter de la vie politique. Pourtant, de nombreux témoignages font état de son implication présumée et des liens qu'il aurait entretenus avec des hommes d'affaires indiens qui ont prospéré en Afrique du Sud. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Voilà, fin de cette première partie Equinox Soir. Je vous retrouve juste derrière pour le débrief, madame, monsieur. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités, Hilaire Zipan, Maître Augustin Ngefak, Alex Gustave Azebazé et Georges Sémé. Dites-moi, Georges Sémé, vous êtes pour un Camerounais à la tête des Lions après ce qui se passe? Bien, je pense que le Cameroun regorge d'énormes potentialités en matière de ressources humaines dans tous les domaines, également sur le plan sportif. Et vous êtes sans ignorer que dans les années 2000, c'est un trio de Camerounais qui a fait remporter les Jeux Olympiques au Cameroun. Pourquoi ne pas réitérer cette expérience avec la sélection Fagnon, qu'est les Lions indomptables? Nous avons les capacités pour cela. Mais seulement, vous savez que le processus de désignation d'un entraîneur au Cameroun répond à plusieurs critères. D'abord, le mode de désignation. Vous savez pourquoi Jean-Paul Akono est parti? On nous a dit qu'il manquait les Lions, on avait joué sans la manière. Écoutez, il y avait quand même des résultats. C'est Jean-Paul Akono. Il y avait des résultats, mais il manquait de la manière. Jean-Paul Akono avec d'autres entraîneurs camerounais qui ont quand même fait gagner. Puisqu'on lui a confié l'équipe Fagnon après. Oui, bien sûr, mais là, je crois qu'il avait un bon passé. Il avait un bon passé avec la sélection olympique. Et je pense que pour cela, il méritait quand même de tenter une nouvelle expérience avec la sélection Fagnon. Donc, je pense que le Cameroun dispose des ressources humaines pour ce challenge. J'allais parler du mode de désignation de l'entraîneur sélectionneur. Vous savez que ça répond à des critères que nous ne maîtrisons pas beaucoup, même si c'est d'abord par appel d'offres international. Autant ceux de l'international peuvent postuler. Il y a un peu de sorcellerie, entre guillemets. D'abord, sur le mode d'appel d'offres, autant les Camerounais peuvent postuler, mais autant sur l'international, des compétences peuvent également postuler. Zedorf avait postulé?
je crois que le processus était extrêmement rigoureux et Clarence Seedorf a participé à ce processus-là. Et c'est la raison pour laquelle, sur des critères que j'estime qui sont discrétionnaires, il a été choisi. Ah, discrétionnaire. Discrétionnaire. Parce que tout ne se résume pas au poste, d'avoir postulé. Oui. Il y a d'autres critères qui entrent dedans. Et les autres Camerounais ne ce qui voient pas. complique davantage, c'est ce qui compromet davantage les chances des Camerounais d'avoir accès à ce poste. Mais je pense que... Mais on a quand même déjà essayé, pour le bien sûr, reconnaître. on l'a essayé, mais je pense qu'on peut retirer cette éventualité avec Pour l'exemple vous, qu'on il voit... faut un Camerounais. Voilà, qu'on voit au Sénégal avec les bons résultats de l'entraîneur du Sénégal. Voilà, et je pense qu'au Cameroun, qui est une grande nation de football, qui a des ressources humaines assez conséquentes, pourquoi pas tenter l'éventualité d'un entraîneur camerounais. Voilà, pour Georges Sémé, il faut un Camerounais. Alex Gustave, vas-y, passer. D'abord, je veux dire que sur une question comme ça, là, je n'ai pas de religion toute faite. Oui. Mais juste pour une question de cohérence, j'estime que si pour des secteurs aussi complexes que le pétrole, la gestion du gouvernement, la gestion de l'État, des Camerounais peuvent le faire, ce n'est pas pour pour le management technique des joueurs de football, fut-il pour la plupart des professionnels évoluant dans des grands clubs internationaux, qu'on exclurait d'emblée les nationaux. Les nationaux ont leur place. La compétition doit se faire sur la base de critères très clairs, très précis. Malheureusement, et contrairement à ce que Georges disait tout à l'heure, ce n'est pas ce processus qui a été suivi pour le recrutement de Clarence Seedorf. Il n'était dans aucune shortlist. Et comment il se retrouve là? Il est sorti d'un chapeau comme ça, comme chacun de nous a pu le constater. Et de mon point de vue, et je l'ai dit à l'entame de votre émission ce soir, que à l'époque, un peu comme quand Hugo Broos arrivait lui aussi, j'avais critiqué cette manière de procéder. Il n'est jamais bon d'ouvrir une compétition et après de choisir des gens qui n'avaient pas, en tout cas même pas des candidats, des personnes qui n'avaient pas participé à la compétition. Et s'il y a des personnes, qu'il s'agisse des anciennes gloires de football ou des membres du gouvernement, qui jouent à ces jeux-là, ils préparent des issues comme celles qu'on a aujourd'hui, où, de toutes les façons, on a l'impression que Clarence Seedorf était sous influence et donc il n'avait pas la maîtrise, il n'avait pas la totale maîtrise de sa sélection. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles son limogeage aujourd'hui par le ministre, ou bien par le ministre des Sports, parce que la vérité c'est que c'est le gouvernement qui l'a limogé. On n'aura pas beaucoup de critiques de la part des analystes et des observateurs critiques, comme nous le sommes souvent. Parce que chacun de nous... C'est le président de l'Africa Foot qui a signé. Le président de l'Africa Foot, en droit administratif, on parle de l'auteur apparent et de l'auteur réel. Nous savons que le président de l'Africa Foot est dans cette affaire-là et l'auteur apparent de l'acte. Mais l'auteur réel, on le sait, c'est le gouvernement le gouvernement de l'État du Cameroun. Et la dernière chose que je souhaite dire, c'est que, quel que soit la question de la nationalité de l'entraîneur me semble ne pas être principale. Il va falloir que lorsqu'est désigné un sélectionneur, qu'on lui donne la possibilité d'être un entraîneur, parce que si ce n'est qu'aller appeler les gens en Europe ou je ne sais pas quoi dans des clubs et venir les mettre sur le terrain sans leur donner le temps de travailler, chacun peut le faire. Même moi que vous voyez, je peux, sur la base des informations que j'ai, comment je le dis, des comportements des Camerounais de nationalité dans les clubs professionnels ou dans le championnat national, je peux le faire. Mais ce n'est pas cela. Une équipe nationale, c'est construire un ensemble homogène, un collectif homogène. Et c'est ce collectif-là qui, ma foi, a semblé manquer au Lion sur le plan tactique et technique pour dominer véritablement leurs adversaires lors de la compétition qui vient de s'achever. Maître Ngefak, Serge Alain. Clarence Seedorf, il nous suit là? Serge Alain. Oui. Ce que je sais, ma pratique du football m'amène à dire que le premier sportif du Cameroun depuis 37 ans essaye les expatriés. Il faut qu'il titularise, et je pèse mes mots, il faut qu'il titularise les Camerounais. Ces essais au provisoire
ne nous ont conduits nulle part. Nous sommes toujours en train d'hésiter. Il faut qu'il ait le courage de titulariser les nôtres. À ceux qui seront désignés, que ceux qui ont été mis en réserve, qu'ils aient le courage de les accompagner et non d'entrer en campagne pour détruire celui ou ceux qui seront désignés comme nationaux. C'est tout ce que je peux dire. Hilaire Zipan, vous, est-ce qu'on est prêt à verser à un entraîneur camerounais autant de millions? Parce que ce débat-là, c'est souvent posé. Mais on connaît parfois le salaire micro qu'on accorde parfois aux fonctionnaires qui s'exercent dans cette pratique-là. Il va sans dire que les Camerounais n'excellent pas beaucoup dans les clubs ou dans les autres pays en tant qu'entraîneur. Ça peut être un handicap. Toutefois, le Sénégal nous parle. On a vu comment l'UCC a eu la débâcle, mais on l'a maintenu. Oui. Et avec pertinence, aujourd'hui, le Sénégal est en finale. On n'est pas plus patriote que soi-même. Je pense qu'il faut tirer le pas de l'autre côté. Voilà, je reste avec vous. On va dire un mot sur la thématique principale de cette... Vous comprenez, nous sommes des Camerounais, nous aimons le football, c'est le sport roi. Sur la prorogation du mandat des conseillers municipaux, je commence avec vous, Hilaire Zipan. Vous êtes conseiller municipal à Douala-Premier. Comment vous êtes senti après la prorogation du président de la République hier, en tant qu'élu? Comment vous avez réagi? C'est une autre 2 mois en plus. C'est une autre prorogation. Oui. Nous étions déjà prorogés. Oui, qu'est-ce que ça vous avez ressenti quoi? Le conseil ne travaille pas au quotidien, donc je ne vois pas trop bien ce que je peux ressentir. C'est ceux qui sont à l'exécutif qui se sentent le plus à l'aise parce qu'ils ont la possibilité... Parce qu'ils continuent à signer. Ils ont les budgets. Mais vous siégez quand même aussi. Si, mais la plupart des fois... Vous siégez... Il est extrêmement pas bien pour celui qui est un élu, qui est arrivé en responsabilité et qui sait qu'il part 5 ans après, et 5 ans après, on proroge. Pourquoi? Parce qu'habituellement, le mandat, tel qu'il est programmé à la 5e année, est fait de telle manière qu'on sait qu'il passe la main. Donc, on ne met pas suffisamment de... Je veux dire que beaucoup de projets à réaliser parce qu'on sait qu'on partira. D'abord, l'année dernière, on pensait qu'on devait partir. On a inauguré, pour ce qui est de la mairie, on a premier par précipitation notre mairie parce qu'on partait. Mais on est là. Allez voir ce que cette mairie aujourd'hui présente comme visage. Visitez, vous allez vous en rendre compte. Mais il y a des élus qui ont dit qu'ils ne siégeraient plus, ils ont dit qu'ils démissionnaient. Ah, il faut faire très attention. Vous ne m'en donnerez pas un seul nom. Parce que la disposition légale est encore claire. Si vous ne donnez pas de motivation claire à votre démission, vous pouvez être suspendu par le ministre de la décentralisation. Voilà. Il faut faire très attention. Être conseiller municipal, c'est une responsabilité de proximité dans laquelle il y a les charges afférentes à votre fonction. On ne doit pas démissionner. En principe, parce qu'il faut signer les actes, il faut accompagner la municipalité, il faut définir, il faut orienter. Et tout cela, on a besoin de ça. Ce qui fait que dans le président de la République, quand bien même il n'y a pas une municipalité quelque part, on donne la possibilité au président de la République de créer une municipalité factice d'une manière spéciale pour qu'on puisse fonctionner. On peut regretter aujourd'hui que dans la zone nord-ouest, sud-ouest, qu'il n'y ait pas de conseils. Oui, dans ce cas-là, on peut regretter parce que là, la prorogation ne veut rien dire. Mais ce qu'il faut lire dans cette prorogation, c'est que personne dans l'exécutif n'était préparé à aller au-delà du mois de juillet. Donc, les programmes qu'on a, vous allez rendre compte que beaucoup de programmes n'ont pas été réalisés. Vous connaissez une partie de la ville de Douala qui, à l'heure actuelle, un projet? Il n'y en a pas. Vous avez vu l'état des routes? C'est ça qui fait que la route de Ndokbon soit dans cet état-là? Ah, je n'ai rien dit. Okay. Parce que j'ai dit quelque chose, vous allez encore dire que c'est pas. Dites-moi, Georges Sémé, il y a la première prorogation, on parlait d'harmonisation du calendrier électoral. Oui, ça, je voudrais un peu apporter quelques petites précisions pour dire que lorsque vous prenez les délais calendaires, l'harmonisation donne ceci que 20 jours avant la fin du mandat, on doit avoir les élections municipales. 20 jours. Maintenant, le calendaire dit que pour les élections législatives, 40 ou 60 jours. 40 jours avant ou 60 jours après. Alors, tout calcul fait, et je pense que nous étions à une rencontre de l'ECAM, et Mme Djema a fait le même calcul. Dorothy Djema a fait le même calcul que nous. Nous sortons également d'une rencontre du 27 au 29 mai, Montfébé à Yaoundé. Tout calcul fait, cela nous renvoyait au 29 février pour la fin du mandat des conseillers municipaux. Moins 20 jours, ça nous donne 9 février. 60 jours de convocation, ça nous renvoie au 11 novembre. Donc, en principe,
Nous demandons aux Camerounais de s'inscrire parce que dès qu'on a fermé la liste, dès qu'on a fermé les inscriptions au 31 juillet, ce n'est plus possible. C'est cet effectif qui va participer à ces élections, si tant est que les élections se tiennent. Parce qu'il y a un autre calendrier maintenant politique qui peut empêcher que les élections se tiennent. Mais au point de vue constitutionnel, le président de la République ne détient plus que 4 mois de prorogation encore possible pour les conseillers municipaux. Et après, il y a conclusion. Et de l'autre côté, les députés, ça va être très difficile. Dans tous les cas, la légalité ne remplace pas la légitimité. Je me sens très à l'aise quand j'ai le mandat des populations, encore moins quand j'ai un décret. 29 février, vous aurez constaté par vous-même que c'est une année bissextile, 2020. Voilà, Georges Sémé, j'étais en train de dire qu'on a évoqué l'harmonisation du calendrier électoral. Cette fois-ci, comme a dit Hilaire Zipan, le climat socio-politique y est pour quelque chose. Reconnaissent beaucoup d'analystes politiques. Bien, en 2013, les élections étaient couplées, législatives et municipales. Il y a eu ces différentes prorogations qui ont fait qu'il y a un décalage entre les deux échéances. Et je me souviens que dans sa lettre qu'il a adressée au bureau du Sénat le 13 juin 2018, le président de la République disait que le chevauchement de ces élections allait rendre difficile l'organisation matérielle, son organisation matérielle. C'était l'argument matériel qui avait été brandi par le président de la République pour faire passer cette prorogation pour les législatives. Vous venez d'évoquer un autre argument. Il y a certainement l'aspect insécuritaire dans les deux régions anglophones, parce que lorsqu'on prend les élections vous ne prenez pas en compte Boko Haram à l'extrême nord? Oui, mais souvenons-nous qu'il y a eu les sénatoriales et les présidentielles qui se sont déroulées dans ces régions qui sont en situation d'insécurité. Mais seulement avec les élections législatives et municipales, il y a une particularité. Il y a la base électorale. Et vous savez qu'avec la base électorale, il y a un lien de proximité avec les élus. C'est la raison pour laquelle les élus, à chaque fois, lorsqu'ils finissent leur grand-messe à Yaoundé, reviennent à la base pour faire des comptes rendus, soit parlementaires ou municipaux. Donc, cet aspect ne peut pas être éludé. Avec la crise insécuritaire, il sera extrêmement difficile à ces élus de retourner à leur base, non seulement effectuer des comptes rendus, mais également battre campagne en cas dans l'éventualité d'une élection. C'est la raison, c'est l'une des raisons également qui pousse certainement le président de la République, conformément au code électoral, au texte, à effectuer des prorogations comme on l'a encore vu il y a 24 heures. Voilà, Alex-Gustave Azibédé, au pas de course, la paix d'abord, avant municipale et législative. Je ne sais pas si je devrais même m'exprimer sur ce sujet parce que en fin 2016, début 2017, donc, quand le président de la République avait fait son message de l'an, j'avais fait à l'époque, je venais de retourner un message, j'avais fait un texte pour dire que je vois mal comment les élections se tiendraient dans le pays avec la crise anglophone et dont le président, conseillé par les faucons de son régime, ne souhaite pas la régler politiquement. Et le président avait un ensemble de leviers. Qu'aujourd'hui, on peut penser qu'il y a des médiations à gauche et à droite, mais qui apparaissent un tout petit peu comme ayant été un peu grillées. Mais, voyez-vous, contrairement à ce que les uns et les autres disent, au-delà de la situation sécuritaire dans les deux régions, dans nos deux régions du nord-ouest et du sud-ouest et dans l'extrême nord, mais l'extrême nord, je pense que quel que fût le cas, les élections s'y seraient tenues, il y a la situation financière de l'État. L'État n'a pas les moyens de tenir un certain nombre de... C'est pour ça qu'ils ont caché ça dans le thème organisation matérielle. L'État n'a pas aujourd'hui la capacité de tenir un certain nombre d'échéanciers, parce qu'au-delà du budget officiel destiné à l'ECAM, il y a un ensemble de ressources qui sont mises à la disposition des autorités administratives, des autorités traditionnelles, en tout cas un ensemble de moyens qui sont plus ou moins licites ou illicites. Et avec le FMI qui rôde. Quand on se trouve à une année électorale. Et il me semble que le gouvernement fait le pari, quand je parle du gouvernement, la présidente de la République fait le pari d'une possible, mais c'est un pari incertain, d'un possible relèvement des cours du pétrole
dans peut-être les semaines et les mois à venir. Et quand l'État en vient à fonctionner, parce que ce n'est pas l'économie, les taxes et les impôts qui vont faire régler le risque de déficit budgétaire auquel l'État du Cameroun est confronté depuis quelques mois déjà. Donc, on est là dans la réalité des conséquences économiques, financières, naturellement budgétaires, des décisions politiques qui n'ont pas pu être prises parce qu'on a privilégié l'intérêt politique d'un camp, c'est-à-dire du camp présidentiel, plutôt que l'intérêt de l'ensemble de la collectivité, en ouvrant, et on aurait ouvert un dialogue avec nos frères qui, pour une raison ou une autre, ont pris, je ne dis pas les armes, parce que cette affaire-là n'a pas commencé par les armes. On se sont mis en situation d'irrédentisme par rapport aux institutions constitutionnelles, aux institutions existantes. Donc il va falloir, il faut trouver un moyen de régler la crise anglophone. Parce que tant qu'on ne l'aura pas réglé, on aura un besoin énorme de ressources à déployer dans cette région-là. L'État du Cameroun ne peut pas, de manière perpétuelle, mobiliser des ressources pour cela. Ok. Maître Nguefa, qu'on termine avec vous. Il faut régler la crise anglophone avant d'aller au double scrutin. C'est ce que le Social-démocratique Front et beaucoup d'autres formations politiques réclament. D'accord, et acquis. C'est Jalin. Ce thème me fait mal. Très mal, parce que la partition du Cameroun tient sur 2 semaines, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois. Ah oui. J'insiste, juridiquement et légalement, la partition du Cameroun tient sur 2 semaines. C'est grave ça. Si dans 2 semaines, le problème n'est pas réglé, ce sera encore du saupoudrage. J'appelle pour cela l'article 170 de la loi de 2012, numéro 1, du 16 avril 2012, portant code électoral. L'alinéa 2 nous dit carrément, en cas de nécessité. En cas de nécessité. Quel article vous avez dit, même 170. Alinéa 2. Alinéa 2 nous dit que, code électoral, en cas de nécessité, le président de la République peut proroger le mandat ou abréger le mandat des conseillers municipaux. Alors, mais c'est encadré. Est-ce qu'il peut le faire ad vitam aeternam? La loi lui dit interdiction. Vous ne pouvez pas faire ça plus de 18 mois. Voilà. Or, article 170. Au moment où je vous parle, les 18 mois expirent à la fin du mois de février 2020. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, après février 2020, il ne peut plus rien. Ok. Deuxième conséquence. Le conseil Hilaire Zupan vient de vous dire que les inscriptions prennent fin à la fin de ce mois. Je crois que c'est cela. C'est pourquoi je vous donne 2 semaines. Or, tout le monde a en mémoire et de façon fraîche qu'il y a un magistrat qui a été enlevé hier. Le climat n'est pas bon. Avant lui, le président du SDF a été enlevé. Le climat n'est pas bon. Aucun bureau de renouvellement d'inscription ne nous a été présenté pour dire, dans le nord-ouest et le sud-ouest, voici comment on est en train d'implémenter pour nous dire qu'il y aura élection au plus tard fin février 2020, soit au sud-ouest, soit au nord-ouest. Okay. Je n'ai pas terminé, parce que c'est ça. C'est pourquoi, n'ayons pas peur, il faut que ce soit bien dit. Dès lors, si à la fin de ce mois, on n'a pas commencé en 2 semaines le nettoyage des listes électorales dans le sud-ouest ou le nord-ouest, ça sous-entend on est dans le statu quo. Alors, en février 2020, imaginons que comme l'équipe nationale, à l'image de l'équipe nationale du Cameroun, on fait coup-ci, coup-ça, et on organise les élections. Il n'y aura pas d'élection dans le nord-ouest, il n'y aura pas d'élection dans le sud-ouest. Conséquence, les sécessionnistes diront, l'État lui-même a constaté la partition du pays.
venu à bout. Il y a bien eu les sénatoriales et les présidentielles dans ces Non, deux non, régions, mais ce n'était pas intégral. S'il vous plaît, j'ai dit, soyons fins, ne nous mentons pas à nous-mêmes. Nous savons bien que ce jour-là, les hélicoptères peuvent transporter les gens quelque part dans un coin, ça peut pas organiser les élections ça, c'est un autre débat. et nous sortir quelques bulletins de vote ou bien quelques résultats. Mais est-ce que c'est ça la démocratie que nous sommes en train de construire depuis 37 ans que le Père nous a donné? Moi, déjà, c'est ça le problème. Merci. Donc, cette affaire que nous appelons la prorogation de mandat des conseillers municipaux, le conseil Hilaire Zipan, il a dit avec des termes techniques qu'en réalité, ils ne font plus rien. Parce qu'il n'y a rien en vue. C'est une navigation à vue. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit bien dit. Pour celui qui ne connaît pas les dispositions textuelles là, comprenne. Je crois que c'est notre rôle ici, d'éclairer ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, on va donc terminer avec ce fameux article 170. Les conseils municipaux sont renouvelés intégralement tous les 5 ans à la même date. Ça, c'est la linéa 1. La linéa 2 dit, toutefois, en cas de nécessité, le président de la République peut, par décret, proroger ou abréger le mandat des conseillers municipaux pour une durée n'excédant pas 18 mois, après consultation du gouvernement et du bureau du Sénat. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin Equinoxe Soir. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Mimboman.